Un constat, un combat. Dans un monde où l'information en chasse une autre, de crise en crise, toujours amené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre d'avril, semaine 2. Bonsoir. Salut Flavie, Bonsoir tu Gauthier. vas bien? Ça va très bien et toi? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Les rues sont déjà bombardées et ils vous ont coupé les groupes, sur groupe électrogène hein, ce soir? Ah oui, oui, c'est exactement ça, tu vois. Et je suis à éclairer la bougie. Ah ben, mais c'est une bonne idée parce que la bougie, je pense que c'est comme dans les actions sur la bougie, je ne sais pas, une forme Ouais, d'intuition masculine. j'aime bien, en fait. Mais alors, c'est vrai que je trouve que je danse un peu sur l'image, c'est peut-être un peu étrange. Alors, de quoi cause-t-on ce soir, Gauthier? Deux sujets qu'on a bossés à mort. En plus, on peut dire qu'on les bosse au moins autant que le gouvernement. Oui, c'est ça. Et Oui, c'est ça. je te propose le premier sujet tiré d'un article du Monde du 9 avril avec Stanislas Guérini qui eh bien, entame des concertations autour d'une future réforme et veut lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. Ouais. Alors rien que ça, rien que le titre, on voit qu'ils ont bossé. Ils ont pris tous les mots qu'ils utilisent d'habitude, ils ont fait un Shifumi avec, et ils ont fait la phrase et l'article. Un Il y a à la petit fois la chiffon d'éléments réforme, de langage. ouais, le tabou et la concertation. Voilà. Et puis, ceux qui payent toujours, les fonctionnaires qui ont intérêt à ramasser leurs abattis. Non, mais déjà le titre, Gauthier, puisqu'il veut lever le tabou du licenciement sans remettre en cause la garantie de l'emploi. Donc, dans le genre, en même temps, c'est pas mal, parce que moi, j'ai pas compris. Ben, c'est génial. Et puis surtout, les 68 arts levaient les tabous sur le sexe, sur les problèmes dans les familles. Enfin, voilà. Le gouvernement lève des tabous sur des trucs dont on parle depuis 20 ans, parce que ça les titille hein, de pouvoir virer des fonctionnaires. Alors, c'est vrai que moi, j'ai appris qu'il y avait 6 millions de fonctionnaires. Alors, ça m'a un peu... j'ai trouvé ça beaucoup. Et moi, j'ai envie de dire. Je suis pas tellement au courant d'une... Ouais, bon, je connais mal le statut de fonctionnaire en France. Alors, je peux quand même un peu parler du fonctionnariat, plutôt de la fonction publique internationale, mais il y a des points communs. Mais voilà, des points communs et des grands points de divergence. Mais c'est vrai, alors je sais pas, là-dessus, peut-être que je vais te laisser commencer, parce qu'après tout, tu Bah, connais un écoute, peu ce sujet. j'y vais là, je suis déterminé. Alors déjà, moi, le truc, j'avais entendu jadis, alors je ne sais pas si c'était vrai, c'était sans doute un néolibéral qui le disait, que la deuxième organisation au monde en termes de membres, après le Parti communiste chinois, était l'éducation nationale. Mais donc, ça donne une idée un petit peu L'éducation du nombre. nationale française. L'éducation nationale française, oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a que chez nous qu'on a une éducation nationale que le monde nous envie. Et là-dessus, en fait, il y a une forme de passion des Français pour les fonctionnaires, qui est une passion, par exemple, quand l'euro avait été mis en place, c'était Friedman qui avait expliqué que l'euro ne pouvait pas fonctionner parce que, à population égale, les Français avaient 30% de fonctionnaires de plus que les Allemands, qui ne sont pourtant pas des aigles en matière de néolibéralisme, parce qu'il y a vraiment une spécificité française que, étant donné que la nation a besoin d'un coagulant pour fonctionner, j'ai envie de dire, la question du service public s'est posée en fait très très précocement en France, dès Louis IX en fait, avec les premiers services publics aux lépreux, etc. Ça a continué à se développer pendant tout l'Ancien Régime, avec néanmoins très très peu de fonctionnaires. Puisque quand on voit Louis XIV, il faisait tourner la France avec les intendants, ils étaient quelques centaines, très isolés dans les provinces. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne marchait pas très bien. À partir de la Révolution française, on a commencé à développer les fonctionnaires
et avec la naissance d'un État administratif qui est vraiment très, très spécifique à la France, à mon avis. Ce qui fait que le fonctionnaire a une place particulière, voire même prépondérante dans l'imaginaire des Français, peut-être parce que notamment les bourgeois français, les notables, n'ont jamais fait leur rôle en matière d'investissement. Et ce qui est marrant, c'est que le problème de ces fonctionnaires, c'est qu'ils étaient ultra politisés, parce que, notamment sous la Troisième République, mais c'était pareil sous le Second Empire, un fonctionnaire qui ne plaît pas, il dégage. Il y avait une histoire sur Georges Mandel, qui était, quand il était ministre des Postes, dans les années 30, il s'affublait d'un postiche, d'une fausse barbe, il allait faire la queue au guichet de poste, et si le guichetier lui parlait mal, il arrachait son postiche, il disait « vous êtes viré », un petit peu à la Trump. Et tout ceci a fait que lorsqu'il y a un régime un peu plus autoritaire qui s'est mis en place, le régime de Vichy, et que les fonctionnaires ils ont commencé un petit peu à valser, on s'est dit qu'il faudrait faire un statut de la fonction publique en leur donnant beaucoup de garanties. Parce que la garantie de l'emploi, la garantie de ne pas être viré, c'est aussi la garantie d'aller faire un gros fuck you à un gouvernement qui, ne correspondrait pas à l'éthique du fonctionnariat. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans cette hargne de pouvoir virer le mauvais fonctionnaire. Il y a un peu comme virer le mauvais français. Il y a des gens qui veulent virer le mauvais français, donc le mauvais fonctionnaire. Il y a vraiment cette idée en sous-main, c'est une partie du détricotage des acquis du Conseil national de la résistance. Et moi, je trouve quand même assez rigolo l'argument de Guérini de dire on a des fonctionnaires qui sont dans le XXIe siècle, mais nous avons un statut qui date de 1980. Et là-dessus, moi, j'ai envie de dire que, justement, s'il date depuis 1980, c'est qu'il a fait ses preuves. Mais j'ai peut-être un côté fonctionnaire, j'aime pas trop prendre de risques, je regarde l'heure et je pars chez moi, c'est terminé. Voilà. C'est un peu ce que ça m'inspire. Quand tu parles des acquis du CNR, oui, il y a ces acquis du CNR. Après, les choses ont beaucoup changé depuis. Conseil national de la résistance, je précise pour nos auditeurs. En bien ou en mal? Moi, je suis plutôt l'impression en mal depuis. Oui, en mal, mais tu veux dire, toi, tu le dis dans le sens où la fonction publique est plus discréditée. Dans quel sens tu dis dans le sens du détricotage, parce que le problème à l'heure actuelle des fonctionnaires, c'est que c'était De Gaulle qui avait dit d'Albert Lebrun en 1940, pour qu'il eût été un homme d'État, il lui fallut qu'il fût un homme et il lui fallut qu'il eût un État. Je pense que le problème des fonctionnaires, c'est que c'est des gens qui déjà font vœu de pauvreté, parce qu'on peut gagner beaucoup plus dans le privé, et selon les postes de fonctionnaires, en plus, on peut se faire cracher dessus à intervalles plus ou moins réguliers. Donc, c'est des gens qui font vœu de pauvreté, et en fait, il n'y a plus vraiment de sens à servir l'action publique. Parce que de toute façon, une grosse partie du fonctionnariat, c'est appliquer des directives qui sont plutôt des directives de détricotage de la fonction publique. Donc, c'est là où moi je dis chapeau fonctionnaire à ce niveau-là, parce qu'il faut le supporter, quoi, de travailler, d'œuvrer pour quelque chose qui n'existe plus. Oui, alors qu'ils n'existent plus, ils sont quand même très très nombreux encore. Alors, ce que les gens ont tendance à rêver, une masse. Oui, mais elle est peut-être mal répartie, puisqu'il y a un vrai manque de fonctionnaires dans les hôpitaux et dans l'éducation nationale, justement, puisqu'on recrute maintenant des contractuels. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Les gens ne comprennent pas comment il y a autant de fonctionnaires en tout et si peu à l'éducation nationale. Enfin, en tout cas, après, quelle est la part de contractuels aujourd'hui et de ceux qui sont... elle est très importante. La part des contractuels ? Et puis ça va passer. La part des contractuels, ça va bientôt, alors j'ai pas les chiffres, ça dépend des académies en plus. Et dans certaines académies, on va arriver à la moitié, facilement. Et en plus, le truc, c'est que tu as vu que maintenant, ils veulent recruter à Bac+3 les concours d'enseignement.
Donc, mais c'est normal, ça ne fait pas recette. Au bout d'un moment, faire votre pauvreté, ça... C'est ça, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est mal payé, donc les gens ne se dirigent pas vers ces métiers-là. Et oui, mais avant, il fallait quoi, un minimum un CAPES pour enseigner, c'est ça que je me pose comme question. Oui, alors le CAPES a été détricoté, parce que maintenant, le CAPES, en fait, la portion disciplinaire a été réduite à la portion congrue, et c'est surtout, en fait, des sciences de l'enseignement. Et là, je pense qu'on touche un point qui est un peu problématique dans le fonctionnariat à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, il y a la multiplication des directives européennes et la multiplication des réformes qui fait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, mais pas forcément devant les usagers, comme on dit, les usagers du service public maintenant. On ne peut pas dire les citoyens, c'est des usagers. Imposer une réforme, une vision privée des choses. Mais en fait, surtout, c'est des gens qui sont dans des bureaux et qui font des réformes. Et ces réformes complexifient la tâche des fonctionnaires qui sont sur le terrain et ne servent pas forcément à grand-chose. Je ne suis pas sûr, par exemple, que faire évoluer les programmes scolaires de manière aussi récurrente, ça soit une si bonne idée. Ça fait perdre du temps. Bon, alors oui, voilà, il y a énormément de temps perdu dans des réformes sans fin et ce fameux millefeuille aussi administratif. Parce que, bon, là, je parlais justement de l'éducation nationale, des hôpitaux, mais il y a toutes ces fameuses collectivités territoriales. C'est surtout celles-là qui sont visées par la critique. Alors moi, je me méfie toujours quand on vise quelqu'un par la critique, parce que je me dis peut-être que quand on veut noyer le chien, on dit qu'il a la rage. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que mine de rien, un fonctionnaire a la capacité alors je ne vais pas dire de faire de la résistance passive, le terme serait trop fort, mais d'avoir de l'inertie. Et dans un système qui essaye toujours de nous mettre comme les hamsters dans la roue, quelqu'un qui est capable par son inertie pas de bloquer, mais de ralentir les réformes, c'est un truc face à un raidissement autoritaire qu'on voit de la gestion publique, gouvernementale, qu'il ne supporte plus. Moi, je me rappellerai toujours quand Valéry Giscard d'Estaing, j'étais pas né, mais on me l'a raconté, avait décidé en 1979 de virer du jour au lendemain, juste avant les élections, je crois que c'était plus d'1 million de travailleurs dont la carte de séjour avait été périmée. Et qu'avaient fait les fonctionnaires à ce moment-là? Ils s'étaient dit, bon, on va faire force d'inertie et on va attendre tranquillement que les élections passent pour voir si la demande est vraiment sérieuse. Et ça, je crois que c'est ça quand ils disent virer les fonctionnaires qui ne sont pas méritants, qui ne font pas leur boulot, c'est que malheureusement, le critère de la fonction publique par lequel ils vont être jugés, ça va être un critère idéologique, un critère de soumission. Et moi, je trouve ça toujours dangereux quand les serviteurs de l'État sont en position de subordination face au gouvernement. Parce que le gouvernement, comme disait Joseph de Metz, c'est des scélérats qui passeront. Tandis que l'État, comme disait Louis XIV, demeurera. Et les fonctionnaires doivent demeurer. Voilà, il y a aussi cette grande bataille entre l'administration et le politique. C'est-à-dire ce qu'on dit, par exemple, à Bercy et à l'Éducation nationale aussi, c'est que, quels que soient les politiques au gouvernement, il y a une administration qui a une idéologie assez forte, qui n'est d'ailleurs pas du tout la même à Bercy et à l'Éducation nationale. Très à gauche à l'Éducation nationale et à Bercy, ça n'a rien à voir, à la limite, c'est très libéral, très néolibéral. Donc, est-ce à gauche, est-ce à droite? C'est un débat. C'est pas là-dessus que... on va pas traiter ce soir. Oui, voilà, c'est un vrai débat, mais on va pas y aller. Donc, c'est aussi ce que peuvent reprocher les politiques, c'est de ne pas avoir de marge de manœuvre, parce qu'il y a une administration très politisée, très présente depuis des décennies, et qui ne bouge pas en termes de décisions, quel que soit le ministre. Alors, c'est aussi le cas de la justice. Il y a aussi, je pense, des dissensions internes. Voilà, c'est encore encore plus compliqué. Après, la question, c'est que ça dépend quel pouvoir politique est en place. Moi, il y a certains politiques, quand certains pouvoirs politiques sont en place, je suis heureux que l'administration ait une inertie. Oui. parce que ça limite les dégâts. Mais après, moi, je pense que les fonctionnaires sur le terrain
contrairement à l'image qu'on en a, sont pas si idéologisés que ça. C'est des gens qui ont un vague vernis républicain, droit de l'homme, un peu radical socialiste, mais qui globalement, face que ce soit le néolibéralisme ou le gauchisme, je crois que ça les laisse quand même de plus en plus de marbre. Et j'ai peur que c'est ceux-là qui soient dans le viseur, vraiment les fonctionnaires de terrain. C'est-à-dire les fonctionnaires de terrain. Les fonctionnaires qui ne sont pas à la fois dans les administrations, par exemple les profs tout simplement, un prof de base, parce que lui, c'est celui qui est le visage de l'État. Donc lorsqu'il y a des directives stupides, c'est lui qui prend parce que c'est lui qui est en contact direct avec les usagers. Et puis, c'est quelqu'un qui, en général, n'est pas dupe quant à l'idéologie et à la nocivité des réformes qui sont proposées. Donc, je pense que c'est plutôt ces irréductibles qui sont dans le viseur, pas les carriéristes dans les administrations, malheureusement. Voilà. Oui. Et comment ça se passe en tant que fonctionnaire international? Parce que c'est différent de la fonction publique nationale, j'imagine. Disons que c'est différent, oui, quand même, on est mieux payé, je pense. Et donc de bourgeois. Et puis, il y a cette culture internationale qui fait que c'est pas le même esprit très franco-français. On n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. Alors moi, je vais pas dire où je travaille exactement, mais c'est pas... donc, sur ces questions qu'on vient d'évoquer, c'est pas le sujet, c'est pas du tout politisé. Il y a pas de... Même si ça peut l'être sur certains sujets, c'est pas le cas des fonctionnaires. En revanche, je dirais la chose commune, là je veux pas forcément, tu vas pas être d'accord avec moi, c'est le fait que je constate quand même qu'il y a il y a un certain nombre de fonctionnaires, c'est pas la majorité, mais qui ne travaillent pas. Il y en a quelques-uns, c'est vrai que c'est un statut très protecteur, et c'est là où je vais faire ma droitarde, alors je ne sais pas comment on appelle, mais c'est un statut très protecteur. J'aiguise les couteaux, t'en fais pas. Et qui protège, moi, parce que j'ai plus de 20 ans, hein, donc et puis j'ai pas travaillé dans la fonction publique française, donc mais j'ai pu constater, j'étais vraiment très révoltée au début, qu'on protégeait ceux qui foutaient rien, et que ceux qui travaillaient et qui étaient créatifs, quelquefois, on les brimait parce que justement, ils étaient trop créatifs, trop force de proposition, ou parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent de dire, mais attendez, cette personne ne fait rien, ne vient pas travailler, ou refuse de répondre aux demandes, il faudrait quand même agir. Et en fait, on n'agit jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Et bon, ce que j'ai pu entendre de personnes que je connais, je viens plutôt d'une famille de plus ou moins hauts fonctionnaires, hein, international ou pas, ou en France. Donc c'est un milieu que je connais quand même assez bien, enfin par oui dire en tout cas, et j'ai entendu des trucs absolument déments de ce qu'on peut se permettre. C'est sûr que c'est quelque chose que, alors dans le privé, c'est loin d'être parfait, mais dans le privé, il y a cette obligation de résultat qui fait, et qui est de temps en temps aussi extrêmement cruelle, mais qui fait que voilà, il y a des choses qui se voient moins. Moi, j'ai une expérience du privé qui est plutôt sympathique parce que c'était il y a longtemps. C'était à une époque où le privé était encore sympathique. Je ne peux pas dire quand. Une époque que les moins de 20 ans peuvent connaître. Mais écoute, je te propose de passer au sujet suivant. Mais tu n'as pas quelque chose à répondre là-dessus sur cette critique-là, justement? Moi, je pense qu'il faut toujours voir que c'est le problème du bore-out. C'est que à quoi ça sert de s'arracher les tripes quand de toute façon un État et une République sont en déliquescence. Oui, ça, bien sûr. Et je crois qu'il y a une énorme souffrance au travail des fonctionnaires à l'heure actuelle qui amène certains à comment dire, lâcher les ponts. Oui, non, mais voilà. Ça, oui. À un moment donné. La différence, c'est que dans le privé, ils se seraient fait virer et sombreraient dans une spirale avec chômage, drogue, dépression, alcool et femmes faciles. Là où dans le public, ils sont juste dans un placard à faire des croix pour attendre leurs années de retraite. Mais bon. Oui, mais avant que ça se passe mal,
Mmh. je peux dire, j'ai quand même connu beaucoup de cas où, avant que ça se passe mal, il y a déjà des gens qui foutent rien. Ça arrive, enfin, je veux dire, Mais et ça, ça peut pas arriver c'est n'importe où. C'est juste qu'il y a des endroits qui le tolèrent, qui sont plus oui, protecteurs, oui. La oui, bien sûr. protection Il y a et amène puis aussi, forcément, c'est humain, une protection excessive. C'est un peu la même chose pour, l'assistanat social. Une protection excessive amène forcément des personnes qui vont profiter d'un je système. suis d'accord intellectuellement avec toi, Flavie, mais avec le cœur, quand Stanislas Guérini propose quelque chose, j'ai Oui, ça je comprends. spontanément envie de Spontanément, défendre le camp adverse. ouais, Tu vois, c'est avec les tripes, ça se calcule pas. Mmh. C'est comme, enfin, voilà, Ouais, ouais. tout mon intellect s'efface dès que je vois Stanislas Guérini. Je suis subjugué et je sais que c'est une Alors, c'est boussole vrai qui que de la arrive. part de ce gouvernement, de toute façon, c'est un affrontement entre le monde moderne et le monde ancien. Et c'est vrai que j'imagine qu'ils veulent réduire considérablement la fonction publique. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont même pas commencé. Ça fait quand même 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et d'un autre côté, si on réduit la fonction publique en France, on fait sauter la dernière soupape du système en termes électoraux. Si on n'avait pas la fonction publique telle qu'elle existait en France, qui garantissait la préférence nationale, parce que quand on est fonctionnaire public, bah, on n'est pas mis en concurrence sur le marché du travail avec des immigrés. Mmh. Et donc, si on n'avait pas eu cette soupape de préférence nationale pour la fonction publique qui garantissait à toute une classe moyenne la protection apparente qu'ils éviteraient le déclassement induit par la mondialisation, à mon avis, ça fait 15 ans qu'on aurait eu la révolution en France. Hein. Mais maintenant, il y a beaucoup de contractuels aussi dans la fonction publique. Donc, Oui, de plus en plus, des mais régimes étrangers. c'est lentement que la déconstruction a été faite. Oui, Il y c'est a ça. quand même encore des bons matelas de On voix. y Hein. ouais. Qui sont confortables. Allez, je te propose d'avancer parce que nous sommes des fonctionnaires, nous ne voulons terminer pas trop tard non plus. Et donc, le magot de l'UNEDIC. Alors, je ne savais pas qu'il y avait encore de l'argent en Ben France, tu non, vois. j'étais très étonnée. Alors, j'avoue que je ne connais pas forcément très très bien tout le détail du magot, parce que là, c'est le magot de l'UNEDIC, mais je crois que c'est un peu particulier, en effet. C'est quelque chose qu'on connaît assez mal, c'est-à-dire que tout ce qui est assurance chômage est un régime qui est financé par les cotisations patronales. Et c'est un régime qui fonctionne tout seul, en fait, hein, pour le moment indépendamment de l'État. Et qui a des excédents, disent-ils aujourd'hui, de plusieurs milliards d'euros, parce que aussi le marché de l'emploi se porterait bien. Enfin, des bonnes nouvelles. Donc voilà. Et pour continuer sur cet article que je transcris brièvement, donc il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, vous avez les syndicats et les organisations patronales. Et Tellement cliché, tellement cliché. oui, c'est pas très, non mais pas très original, mais qui dirige l'UNEDIC depuis sa création en 1958. Et donc, normalement, cet argent, donc cet excès, enfin, comment dire, l'excédent de plusieurs milliards d'euros devrait être utilisé pour diminuer le taux de cotisation patronale et améliorer l'indemnisation des demandeurs. Mais évidemment, et puis ils veulent aussi profiter de cette période faste pour rembourser l'imposante dette de 60 milliards d'euros. Mais c'est l'État, par contre, de son côté, qui considère qu'elle a fait un grand travail de réduction des durées d'indemnisation et de durcissement des conditions d'acquisition de la cotisation chômage. Donc, elle considère que c'est un beau travail, le genre de travail dont on est fier, le durcissement des... Mais donc voilà, les soirées des directeurs très tardifs dans un trou dans les recettes fiscales. Oui, voilà, et donc il y a un trou dans les recettes fiscales, ça c'est pas très nouveau. Et au lieu d'aller le chercher, moi spontanément je dis évidemment qu'au lieu d'aller le chercher là où il y en a beaucoup, c'est-à-dire dans l'évasion fiscale, ça va gratter pour le moment à l'UNEDIC et je pense a priori sur des impôts et des taxes supplémentaires dont on nous dit, dont Priscat Evenot nous dit que ça n'arrivera pas, donc on peut s'assurer que ça arrivera. Encore des boussoles qu'indique le Sud. Oui, ça, voilà. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'ils pensent de la guerre en Ukraine? Ça m'intéresse. Elle aura lieu ou ah pas? oui.
Ah oui, lui, il pense qu'elle aura lieu. Bon, bah ça va. Je me coucherai tranquille ce soir. Mais a priori, ce dont ont peur les partenaires sociaux, comme on les appelle, qui sont des représentants patronaux et syndicaux, c'est qu'on leur fixe des objectifs intenables et que ce serait un moyen, disons, diplomatique, mais peu diplomatique, de leur retirer une nouvelle fois la gestion du régime. Voilà, donc c'est un statut particulier sur lequel l'État leur... Comme quoi, à chaque fois que le gouvernement n'a pas la possibilité de gérer un truc, il essaye de... Ouais. Ça fonctionne plutôt bien et il essaye quand même de mettre la main dessus après. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que vu le déficit public, qui est à hauteur de 150 milliards d'euros, hein, sur 150 milliards d'aide publique. En ancien franc. Je sais pas, c'est ce que... En ancien franc, on est d'accord. 150 milliards. Malheureusement, non. Et j'ai entendu aussi un certain monsieur Sterdignac, il faudrait que je vérifie qui il est exactement, nous dire que la dette n'était pas un problème, mais le problème, c'est que les ménages épargnent trop. Et donc, ils portent cette dette publique. Et surtout, donc les ménages plutôt fortunés. Donc, il faudrait taxer les riches et les propriétaires occupants. Ça, c'est aussi une petite musique qu'on commence les riches, c'est le côté Robin des Bois, et les propriétaires occupants, c'est le côté Staline, en fait. Et donc, la question, c'est quel est le vrai visage de ce monsieur Sterdignac et quelle est cette déclaration qu'il utilise pour faire passer la pilule? Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les propriétaires occupants, c'est-à-dire c'est cette façon de toujours dire que les propriétaires seraient des gens riches, alors qu'en fait, la plupart des propriétaires, c'est justement la classe moyenne, et c'est des gens pour qui leur bien est justement leur seule, leur seule épargne. Donc... Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Allemagne au début des années 2000, en fait, et fin des années 90, parce que la France est vraiment une nation de propriétaires. Souvent, les Allemands, même jusqu'à la mort, louent leur appartement, mais du coup, ils avaient un gros matelas d'économie, parce que quand ils n'étaient pas propriétaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement allemand, quand il a mis en place les lois Hartz IV, qui ont énormément mis la pression, notamment sur les jeunes, la solidarité familiale a joué à plein. Et en l'espace de quelques années, en fait, les bas de laine des Allemands se sont complètement vidés, ce qui fait que maintenant, on a une génération de vieux Allemands qui ont qui sont pas propriétaires et qui ont, pour maintenir leur niveau de vie suite aux réformes, en fait, vidé leur compte en banque. Et je crois qu'il y a quelque chose à ce niveau-là que les Français sont mal vus parce que, justement, ils sont propriétaires, mine de rien. Ils ont encore un peu de richesse sur lequel on peut gratter. Ah oui, mais ça, c'est... Donc, je ne sais pas, sur l'UNEDIC, tu as un commentaire? Oui. Enfin, de toute façon, c'est comme quand il y avait eu les régimes spéciaux, hein, avec la question des retraites. Il fallait liquider les régimes spéciaux des Länder Sundt, parce qu'ils étaient mieux gérés que les régimes non spéciaux. Il y a vraiment, ça fait un petit peu, on cherche, faut bien fixer les tables au plancher parce que le gouvernement va avoir envie de les prendre si jamais elles sont d'un bois un peu meilleur que celui de... Non, mais ce qui est terrifiant, c'est que là-dedans, on ne parle jamais d'une meilleure gestion des comptes publics. C'est-à-dire qu'ils vont prendre là où c'est bien géré. C'est un peu ce dont je parlais dans la fonction publique tout à l'heure. C'est punir ceux qui se comportent bien ou qui gèrent bien. Et par contre, jamais, et c'est là où j'ai un autre chiffre à donner, ceux qui posent un réel problème. Et le réel problème, c'est un autre régime, c'est le régime des bénéficiaires de l'assurance maladie. Alors là, je cite le fameux Charles Pratt, qui est bien sûr d'extrême droite. Puisque il... Je sais pas, il y en a tellement, de toute façon, super. Non, mais voilà, je crois qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Le cartel des fraudes, et il parle de la fraude, des fraudes justement à tout ce qui est aide d'État, et spécifiquement l'assurance maladie. Il y a 66 millions d'habitants en France, et nous avons 75 millions de bénéficiaires de l'assurance
maladie. Ça, c'est pas lui qui le dit, hein, c'est un rapport de l'IGF et de l'IGAS. Et il y a une fraude qui serait à hauteur de 466 millions. Donc, par contre, pour des raisons électorales, et pour ne pas prêter le flanc à l'extrême droite, c'est la seule chose qu'ils répondent comme argumentation, on refuse d'en faire un sujet. Tu sais, moi, j'ai fait parfois un cauchemar. C'est une France où l'extrême droite n'aurait pas été créée de toutes pièces en 1983 pour masquer le tournant de la rigueur de François Mitterrand en invitant Jean-Marie Le Pen à la télé alors qu'il représentait que dalle. Et t'imagines une France sans extrême droite, à quel point ça serait un cauchemar. Parce qu'à chaque fois qu'il y aurait un truc qui ne fonctionnerait pas et qu'un mec le reprocherait, on ne pourrait pas dire « ça fait le jeu du Front National » ou alors « il ne faut pas en parler ». Ça serait horrible comme pays. Bah, c'est 40 ans de gimmick, mais surtout là, mais c'est d'une malhonnêteté crasse, c'est-à-dire qu'ils font, eux, le jeu de l'extrême droite, justement. Parce qu'ils font des insinuations, tu veux dire. Ils insinuent de quelles origines seraient les gens qui auraient des comptes en fraude. Déjà. C'est vrai que c'est un stéréotype racial. Mais à partir du moment, enfin, s'ils s'étaient attaqués au problème, l'extrême droite n'en parlerait pas. Et donc, c'est une rhétorique absolument perverse. Oui, c'est surtout une rhétorique très jésuitique. La casuistique, de la tartufferie, enfin, c'est formidable. C'est formidable. Ouais. Moi, je rêve un jour, je ne sais pas, que l'extrême droite disparaisse. Et que comme ça, brutalement, il y aurait un principe démocratique de base, le principe de responsabilité, qui s'appliquera à nouveau. Mais j'en connais qui doivent se lever en poussant des hurlements de terreur la nuit. Ceci dit, l'argument elle commence à être très éculé. Donc ça fonctionne de moins en moins. Ah écoute, bientôt ça... Mais il y a un autre argument qui est en train d'arriver, c'est ne pas faire le jeu à l'extrême gauche. Ah bon? Ça va arriver, oui, avec LFI, là. Je trouve que l'ambiance se tend hein, maintenant sur l'extrême gauche. C'est terminé la complaisance dans les médias. Ah oui? Je n'ai pas remarqué ça. Tu as remarqué sur quel sujet? Alors, ça a commencé sur la Palestine. Ah oui, bien sûr. Sur la Palestine, et puis Enfin, on verra. Comme tu dis, quand un épouvantail est éculé, il faut en réfléchir à un autre. Est-ce que tu as entendu, est-ce que justement, excuse-moi, là, je fais juste une petite digression. Est-ce que tu as entendu, on m'a rapporté que le gouvernement aurait dit qu'ils avaient peur d'un attentat russe pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça te dit quelque chose? Écoute, depuis que Jean-Michel Blanquer a expliqué que les serveurs de l'éducation nationale avaient sauté au début du Covid à cause des hackers russes, je suis arrivé à une conclusion, c'est que les Russes sont capables de tout. Non, mais parce qu'il paraît que c'était extrêmement baroque. Bon, c'est vrai que quand Poutine a accusé la France suite à l'attentat de Crocus Théâtre, mais là, ils sont en train d'accuser aussi la Russie d'avoir ce projet-là. Mais les Russes sont baroques, hein, de toute façon, mais le gouvernement, c'est la contre-réforme, c'est encore pire. ça va. Les Russes, il y a le côté artistique, il y a le bolchoï, tandis que le gouvernement, c'est juste l'idéologie pure. Mais surtout, si un attentat russe, c'est la guerre après. Un attentat en France. Ça commencera avec les Jeux Olympiques, ça serait tellement un scénario d'Hollywood. C'est un peu, je trouve que c'est vraiment très téléphoné, très scénario. Un attentat russe, et là, on n'a plus le choix. Et là, la guerre éclate. Ouais. Moi, je me rappelle, tu te rappelles de Marie-Josée Pérec? Oui. On se foutait de sa gueule lorsqu'elle accusait les Chinois du FBI de conspirer pour l'empêcher de rapporter une médaille olympique. En fait, quand on regarde 20 ans après, c'est le gouvernement qui est Marie-Josée Pérec. C'est pas les Chinois, c'est pas les Chinois du FBI, c'est je sais pas, les Tchétchènes du FSB. Bon, écoute, en parlant de trucs hollywoodiens, je te propose de passer à un autre article du Monde, toujours du 9 avril. On voit que je prépare les sujets à l'avance.
très à l'avance, parce que nous sommes le 10 aujourd'hui. C'est dans des lycées, alors des professeurs d'EPS au lycée Fédère d'Épinay-sur-Seine, qui recensent le temps passé par leurs élèves de seconde sur leur téléphone pour les inciter à faire autre chose de leur temps libre. Et alors là, ça commence par une forme d'autocritique stalinienne d'un élève. Je l'utilise tellement trop, on en veut toujours plus et on ne peut pas le lâcher. J'ai pensé à autre chose quand j'ai lu ça, mais non, c'est de l'écran dont il parle. Qu'est-ce que tu penses de ça, notre jeunesse, belle jeunesse, est-elle corrompue par les écrans en ces temps de réarmement moral macronien? Bah oui, en effet, ils passent un temps fou et c'est la chose, en tant que parent, c'est un truc, c'est comme une sorte de ventouse attachée à leurs bras et c'est une extension de leurs bras. Ils vous parlent souvent avec le téléphone entre vous deux. Et c'est une bataille permanente. C'est vrai qu'on a complètement happé leur attention, leur cerveau, ça c'est sûr. Bon, tous les parents disent la même chose, pas très original ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est assez simple à l'école. C'est ce qu'ils font à l'école de mon fils. On met le téléphone dans un panier en début de journée, on le récupère en fin de journée, déjà à la base. Ça me semble pas d'une coercition démentielle. Ils disent 7 heures par jour qu'ils passent devant. Alors, 7 heures par jour en temps scolaire, ça me semble complètement dingue. Ça veut dire que, ou alors ils se connectent dès la sortie de l'école et ils sont jusqu'à minuit dessus. Alors, ils se connectent aussi pendant les cours. Ouais, ça veut dire qu'en fait, le téléphone n'est pas supprimé pendant les cours. Ah bah non. Mais théoriquement, ils sont interdits, mais ça dépend beaucoup. Je ne sais pas comment c'est géré dans la plupart des écoles. Moi, évidemment, dans des écoles un peu plus, je dirais, traditionnelles, privées, je ne vais pas dire catholiques. Quelle horreur. Il y a de très belles applications pour réciter les prières au bon moment. Ça fait une notification. Mais tu sais que non, mais dans la plupart des écoles catholiques, c'est tout juste s'il y a un cours de catéchisme. Hein. Donc, c'est devenu juste des écoles privées avant tout. Mais en tout cas, oui, là, le téléphone, il est dans un panier au début de la journée, on le récupère en fin de journée, c'est très simple. Et, non, mais pardon, excuse-moi. Non, c'est juste, et puis même, oui, enfin voilà, même en pensionnat, si on va plus loin, à 10h, il est récupéré aussi. Donc en fait, si les parents arrivaient à faire la même chose, parce qu'après, oui, juste pour finir, c'est qu'après, si en effet, ils passent 7 heures par jour en temps scolaire, c'est-à-dire pendant la semaine, ça veut dire que les parents laissent faire. Bon, parce que moi, j'ai du mal, par exemple, mais je veux dire, évidemment, après 10 heures, c'est terminé quand même. Après, moi, le problème avec les écrans, c'est que je trouve que c'est toujours un peu des choux et des carottes qu'on évoque, parce que les adolescents ont toujours beaucoup de mal, en fait, à faire du lien, y compris avec les parents. C'est parler pour un adolescent, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et il y a beaucoup de temps d'écran qui peut être un temps d'écran très, très convivial. Par exemple, moi, je me rappelle dans les années 90, on regardait la télé, on regardait la télé en famille, le journal de 20h. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, le journal de 20h déjà à l'époque, mais mon père, ancien 68ard, à chaque fois qu'il voyait des flics, il les insultait à la télé, ce qui énervait ma mère qui venait d'une famille gaulliste. Et brutalement, ça créait de la convivialité, ça créait du débat. C'est comme les jeux vidéo. Si on joue aux jeux vidéo à plusieurs, ça crée une convivialité. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, cette surutilisation des écrans, c'est quand, à la base, il y a un problème de convivialité au sein des familles. C'est consommation complètement individuelle, chacun est sur son écran. Et il y a un deuxième point, c'est qu'ils sont sur des réseaux comme TikTok. Alors, il y a deux réseaux. Enfin, il y a les réseaux TikTok pour regarder des vidéos qui sont extrêmement courtes, avec une rapidité d'image qui fait que c'est une addiction toujours à des